Bonsoir messieurs les présidents, Anthony Leboss pour la chaîne française BFM TV. Une question d'abord à tous les deux. Après les accords signés et les annonces d'investissement de ce sommet, l'une des prochaines grandes étapes, c'est le G7, le mois prochain en France, vous l'avez esquissé, monsieur le président Ruto, vous représenterez d'ailleurs l'Afrique. Précisément, quelles avancées très concrètes et tangibles en termes d'investissement, de gouvernance, vous espérez obtenir lors de ce G7 avec les autres pays présents? Et puis une deuxième question rapide, monsieur le président Macron, sur le risque sanitaire lié à l'hantavirus. Est-ce que vous partagez la préoccupation des Français en ce moment? Est-ce que la France est prête à affronter l'éventualité d'une nouvelle épidémie? Et en quoi consistera la coordination plus étroite entre États qu'appelle la France de ses voeux, notamment sur les protocoles sanitaires? Merci beaucoup. Je crois que la première question vous était adressée, vous y avez répondu. La deuxième question qui était en fait deux questions m'était adressée, et je vais y répondre. De manière très concrète pour le G7, nous voulons... Bon, d'abord, c'est très important et c'est très concret qu'il y ait un représentant du continent africain, une voix africaine qui soit présente quand on va parler des crises internationales à régler, parce que l'Afrique est touchée par ces crises. Et je vais le redire ici parce que c'est souvent oublié dans les commentaires internationaux, mais l'un des continents qui a été le plus durement touché par les conséquences assez directes de la guerre d'agression russe lancée contre l'Ukraine, ça a été le continent africain. Parce qu'on parlait de deux grandes puissances céréalières et de deux grands producteurs d'engrais. Il y a eu d'énormes problèmes de soutenabilité financière, ce qui nous avait conduit à lancer l'initiative Farm dès 2022, et on passe maintenant à Farm Plus qui passe à l'échelle. Ensuite, ce qui se passe à Hormuz en ce moment, les principales victimes, nous sommes tous victimes de ce qui se passe à Hormuz. Les journalistes et les entrepreneurs et compatriotes français qui sont là le savent ô combien, et nous sommes aussi touchés, comme vous l'êtes dans vos pays, à cause des prix à la pompe et des conséquences sur le gaz et le pétrole. Mais les conséquences alimentaires sur le continent africain sont massives. Parce que là encore, c'est environ un tiers de certains types de fertilisants qui sortaient par le détroit d'Ormuz. Donc se dire qu'on parle du règlement ou de l'incapacité à régler les crises avec les grands dirigeants du monde sans avoir l'Afrique, c'est en soi une faute morale et politique. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire au G7, avoir le continent africain dûment représenté et dire quand on parle de ces grandes crises, on doit prendre en compte les conséquences sur le continent africain. Et je n'en cite qu'une partie. La deuxième, elle est sur le mécanisme de première perte et les garanties, et sur l'architecture financière, ce qui est une des compétences natives, si je puis m'exprimer ainsi, du G7. Là-dessus, nous irons ensemble avec le président Ruto porter deux messages très concrets. Le premier, c'est le rééquilibrage, c'est la correction, ce qu'on appelle les déséquilibres macroéconomiques. Je ne vais pas ici être trop long, mais c'est un enjeu. C'est au cœur de l'agenda économique du G7. Le monde dans lequel on vit a des déséquilibres macroéconomiques très problématiques. Des surcapacités venant de la Chine, des tarifs américains, un sous-investissement européen et une insuffisante montée dans la chaîne de valeur du continent africain. C'était au cœur de toutes les discussions, sur l'agriculture comme sur l'industrie. Si les économies développées n'adhèrent pas à cet agenda, et donc c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher, premier point concret aussi, on ne pourra pas réussir cet enjeu. Or, il est important que les économies du G7 et leurs partenaires qui seront invités, je pense au Brésil, à l'Inde, à la Corée du Sud, aux côtés du président kényan, c'est très important que ces pays adhèrent à cette stratégie du continent africain. Et donc, cessent de venir, c'est pas les pays du G7 qui le font vraiment, pour être honnête, mais prendre les matières premières pour les emmener dans leur pays, et que si on a une stratégie minerais critique et matières premières et terres rares, on l'est avec le continent africain, en faisant la valorisation sur le continent africain. Et c'est ce que je disais ce matin, on a un agenda commun pour les pays du G7 et pour l'Afrique, qui est un agenda d'autonomie stratégique, qui doit aussi venir un peu contrer les prédateurs du XXIe siècle, dont l'Afrique est la principale victime. Ceux qui viennent prendre pour garder chez eux et accumuler et détenir le contrôle du marché mondial. Donc ça, c'est de manière très concrète quelque chose sur lequel on veut avoir l'accord des autres, avoir une stratégie commune pour aider l'Afrique à monter dans ses chaînes de valeur et créer plus de valeur sur le continent et avoir le même agenda de souveraineté. Puis le dernier point très concret qu'on va défendre au G7 ensemble, c'est d'avoir un soutien maximal des membres du G7 à ce mécanisme de garantie que nous avons décidé d'élargir à l'échelle du continent. C'est-à-dire que Attidi, qui est cette structure qui existe déjà, qui prend en partie les premières pertes et qui a quelques États membres et qui est basée dans la région, que sur la base des travaux de la Banque africaine de développement, on arrive avec une copie commune en disant, voilà, cette
ce véhicule, qui est maintenant un véhicule panafricain, soutenons-le, rentrons au capital, ou mettons en place des garanties ou du capital appelable pour permettre à cette structure, avec la Banque africaine de développement, de garantir les investisseurs privés qui iront dans tel ou tel secteur avec une gouvernance qu'on aura dûment définie. Ça, c'est très concret et c'est totalement transformant. Sur la deuxième question que vous m'avez posée, qui est le risque sanitaire, j'ai été en lien permanent avec le Premier ministre, évidemment depuis que les premiers cas sont apparus, et en particulier lorsqu'il y a eu une accélération durant le week-end. Sous l'autorité du Premier ministre, le gouvernement a pris les bonnes décisions, la ministre de la Santé en a rendu compte à plusieurs reprises, les meilleurs experts ont été consultés, comme d'ailleurs nous le faisons à chaque fois, pour prendre de telles décisions, et la France a pris un protocole extrêmement rigoureux sur tous les cas contacts qui ont été établis, en prenant en compte tous les éléments connus des scientifiques aujourd'hui, en étant extrêmement prudent sur à la fois les délais d'incubation et les risques dans les premières étapes de l'infection. Fort de cela, aujourd'hui, le gouvernement a sans doute un des protocoles qui est les plus exigeants, comme l'Espagne et quelques autres, ce qui est une bonne chose, parce que nous avons l'expérience du passé. Pour autant, il ne s'agit pas de comparer ce qui n'est pas comparable. C'est un virus qui est connu, dont les caractéristiques sont différentes de ce qu'on a pu connaître au moment du Covid-19. Et donc le gouvernement a pris les bonnes décisions, la situation est sous contrôle, sous son autorité, grâce à nos soignants que je dois à nouveau remercier. Et maintenant, il est important qu'il y ait une vraie coordination européenne, c'est-à-dire que les protocoles, je pense, aillent vers les standards les plus exigeants qui ont été définis à très court terme, et que l'Organisation mondiale de la santé puisse coordonner tout cela comme il se doit dans les prochaines étapes. Mobilisation, vigilance, exigence, mais on continue d'avancer à la lumière de la science.